L'hiver n'est pas encore terminé. Sous l'eau, c'est la saison des amours pour les truites. Cette période rude va demander beaucoup d'énergie aux poissons. Dans quelques semaines, ce sont d'autres phénomènes naturels qui vont offrir un spectacle remarquable et apporter une alimentation vitale et abondante pour les salmonidés. Partout en France, sur certaines rivières, durant des périodes souvent courtes, il est possible d'observer des danses spectaculaires au-dessus des courants. C'est le bal des mouches. Le spectacle de ces centaines d'insectes peut s'admirer au bord de l'eau. C'est l'étape la plus visible et souvent la seule connue des pêcheurs. Sous le miroir de l'eau, personne ne voit réellement ce qui se passe. Comment ces insectes de quelques millimètres naissent et comment les poissons réagissent aux éclosions. Aux quatre coins de la France, au fil des saisons et des cycles de vie, nos caméras vont aller saisir des fragments de vie et croiser des pêcheurs pour qui ces rendez-vous annuels sont incontournables. Comme chaque printemps, sur un certain nombre de rivières françaises, se prépare une des plus fantastiques éclosions de l'année. L'émergence des Brachycentrus subnubilis, les célèbres cuverts. Sur les braquis, les truites font des écarts phénoménaux. 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, 2 mètres devant, 2 mètres derrière, prennent une sèche, prennent une nymphe, refont un circuit. C'est comme les bécasses, il faut les tirer dans le zig quand elles sont dans le zag. Et ben, les poissons, c'est pareil, pour avoir une chance. Et on peut faire capote, alors qu'il y a des poissons partout. Jean-Marc Saumarez connaît bien les braquis. Il les observe tous les ans sur le bord des rivières franc-comtoises. Le mois d'avril est en général pas un bon mois pour la pêche. Heureusement qu'il y a les braquis. Les Brachycentrus, ce sont des petits sedges de couleur grise que l'on appelle braquis, que l'on appelle aussi cuverts. Les éclosions se produisent dès le début d'avril, c'est-à-dire qu'en début du mois d'avril, on pêche plutôt l'aval, et plus les jours passent, plus le phénomène remonte la rivière, pour finir le plus près possible de la source, fin avril. Les éclosions de braquis, comme toutes les éclosions massives, font sortir les poissons des caches. Quand il y a des éclosions de braquis qui durent, il faut se rappeler qu'une éclosion de braquis, c'est pas 5 heures de temps, hein. Ça peut être 20 minutes, une demi-heure, grand maximum 1 heure.
Les braquis se déplacent très vite dans l'eau et donc attirent les poissons par leur mouvement. Et les poissons, dès que ça bouge, foncent sur les nymphes. Et là, d'un coup, les poissons sortent de partout, se mettent devant les cailloux, commencent à nympher, commencent à moucher, à prendre des insectes en surface. Et ça s'arrête aussi vite que ça a commencé. Sur une rivière, on va prendre une vingtaine de kilomètres, vous allez avoir 20 ou 30 postes extraordinaires et tout le reste va être plus ou moins bon. Il y a effectivement des endroits, des zones où il y a plus d'éclosions que d'autres. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier des jours de pêche pour observer un coin jusqu'à tomber sur un coin qui sera extraordinaire. Les endroits exacts où il faut se mettre. Et quand je dis exact, c'est vraiment exact, au caillou près, parce que c'est là que ça va se passer. Là, on touche le tabou, les bons coins. C'est comme les coins Maurice, hein. Ça ne se dit pas. C'est extraordinairement beau à voir. Ça fait partie des choses que le pêcheur à la mouche doit connaître. Il y a des jours, on regarde le spectacle. Moi, ça m'est déjà arrivé de poser la canne et de regarder. Parce que ça ne sert à rien de pêcher. Dans ces moments de forêt alimentaire, les truites ne perdent pas pour autant leur instinct de territorialité. Sous l'eau, entre deux prises de nymphes ou de sèches, il n'est pas rare de voir les truites se chasser pour conserver leur poste. Alors comme moi je pêche énormément, j'ai la chance d'être à la retraite et donc de pêcher beaucoup. J'ai beaucoup de mouches, que ça soit sèche ou nymphe, c'est pour faire face un peu à tout. Mais dans la pratique, il n'y a pas besoin. À partir du moment où les truites sont actives sur les sèches, c'est même plus plaisant de pêcher en sèche qu'en nymphe. Bon là on va pas trop s'approcher, on va attendre. On va attendre qu'il y ait des gobages ou que l'on puisse voir des poissons. Il y a une belle coulée là, le long des rochers, qui est sympa. Il n'y a pas de raison, ça devrait sortir. Il y a des jours où ça va rigoler, et puis des autres jours où ça rigole pas du tout. Et là aujourd'hui, c'est pas terrible. D'abord, il n'y a pas beaucoup de mouches. Et le poisson est particulièrement sélectif ou éduqué, je ne sais pas. Et je ne vois pas ce qu'ils prennent. Il n'y a pas de mouches sur l'eau. Pêcher les braquis, ce n'est pas la garantie absolue de faire une pêche miraculeuse. Ça n'existe pas, ou très peu. C'est une pêche qui reste quand même difficile.
Une truite, hein. Malgré les braquis, eh ben, je l'ai pris sur une nymphe de parachute parce que je me suis aperçu que ce poisson-là, qui gobait dans le radier, en fait, était attablé sur des aiguilles et non pas sur des braquis. Comme quoi, il faut s'adapter, même en période de braquis, c'est pas toujours les braquis. La preuve. On quitte les braquis Centrus et la Franche-Comté pour aller à la rencontre de la reine des mouches. Sur les bords de la Seine, nous avons rendez-vous avec la plus célèbre des éphémères, Ephémera danica, plus connue sous le nom de mouche de mai. Arnaud Salvador est né tout près d'ici. Depuis son enfance, il a arpenté les berges de la Haute-Seine et a rarement manqué le rendez-vous avec les mouches de mai. Depuis des années et des années, c'est un rendez-vous incontournable, la pêche de la mouche de mai sur la Haute-Seine. Voilà, il y a des phénomènes dans la rivière qui sont réguliers. Tu sais que tu vas surveiller ça comme le laisse une feu, quoi. Voir les premières truites frayées dans cette rivière, les premières danicas sortir début mai, voire des fois fin avril. Ben voilà, tu sais qu'il y a une période qui va arriver et là, bon, c'est vrai qu'elle devient magique, quoi. Des mouches de mai, on en a toute l'année, mais il y a des moments où il va y avoir la pluie qui va bien, ou je sais pas, enfin il y a un phénomène météo qui se passe, un horaire qui se fait, et que là, tu as un coup de folie, et c'est vrai que vivre un moment comme ça, alors tu ne le vis pas tous les jours, tu passes 15 jours ici, tu t'éclates, quoi. C'est des saisons où les poissons deviennent complètement fous, et à la fois complètement... comme ils connaissent très bien leur milieu, ils voient bien ce qui est une imitation ou pas, donc ils sont à la fois compliqués et fous, donc il y a une super activité. Toi, ça te surexcite aussi, et là, c'est vraiment un moment magique, quoi, de la Haute-Seine, quoi. Et tu sais que tu as 15 jours où il peut se passer des choses complètement magiques. Bon, on a eu des 15 jours de capot, mais tu vois, là, tu sais que ça peut se passer là, quoi. Ça peut se passer là. Ce qui est intéressant aussi dans la mouche de mai, c'est que tu peux... Alors maintenant, on n'a plus le droit de pêcher en lard naturel, mais elle évolue sous différentes formes et elle est intéressante à tous ses paliers. Et du coup, moi, pareil, quand j'étais gamin, je ramassais dans des fonds un peu sableux comme ça pour récupérer ce qu'on appelait les petites bêtes, donc qui était la larve de mouche de mai, quoi, qui est une larve assez grosse et assez imposante, un bon steak à truite, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, moi, je pêche en nymphe à vue, essentiellement. Et là, c'est cette partie-là qui m'intéresse, quoi, sur la partie nymphe. Et au moment où elle éclot, là, on est sur la larve de danica, quoi. Donc celle-ci, elle est trop petite, elle éclora pas cette année, je pense. Alors, on va essayer de voir la danse du ventre. Voilà. Et c'est trop beau, quoi. Enfin, moi, je trouve ça magique. Mais voilà, elle vit dans les fonds. Et voilà, donc... Et après, elle va sortir. Alors, elle est un peu jaune, verte, effectivement. Elle a des couleurs qui sont magnifiques. Et là, les ailes un peu molles. Alors, elle essaie de battre des ailes pour se sortir de l'exuvie ou de déplier ses ailes. Et là, elle est propice à être gobée parce qu'en fait, elle est... déjà, elle est attractive, elle est plus grosse. C'est un phénomène intéressant au niveau... pêche en sèche, quoi, parce que c'est quand même la pêche qui est une pêche magique, quoi, la pêche en sèche. Et quand tu fais un beau poisson en sèche sur des rivières comme ça, c'est super. Et là, la mouche de mai le permet, parce qu'effectivement, ça les fait gober. Elles sont alors des fois sur les nymphes, mais tu peux les pêcher en sèche, en émergente. Après, il y a le soir où elles viennent répondre, où là, elles se font gober, donc ça, plus près coup du soir, quoi. Et c'est là que je te disais que tu vas avoir plusieurs périodes dans la journée. Mais c'est magique, quoi. Et là, tu vois toutes les truites qui chassent toutes les nymphes de mai, voire qui gobent toutes les émergentes, qui derrière le soir se remettent sur les spentes. Enfin, si tu as vraiment une vraie journée de mouche de mai sur la Haute-Seine, tu peux avoir 4-5 moments différents, vraiment intenses dans la journée, quoi. C'est vraiment des souvenirs que j'ai vécus. Mais tu peux avoir le même phénomène sur un frais de Véron, tu peux avoir le même phénomène sur une retombée de fourmis ailée. Ici, la plus marquée, je pense que c'est quand même la mouche de mai, mais
as des sedges qui vont bien aussi et qui les sortent bien à d'autres moments de la journée, à d'autres moments de la période d'été. Et voilà quoi, et dans des rivières magiques comme ça, ce qui est rigolo, c'est de trouver le moment et de comprendre où ça se passe. C'est des choses comme ça qui font que sur des rivières magiques, tu cours et tu cherches, quoi. Alors, mais mon bas de ligne est un peu court. Décroché. Ah, c'est mort, je peux pas la voir sans qu'elle me voie. En fait, il faut voir sans être vu. Et si tu n'observes pas, bah, t'es vu mais tu vois pas. C'est un peu, je pense, comme ça que je conçois le truc, quoi. Après, ouais, c'est ça, il faut voir sans être vu et se confondre dans le biotope et puis voir ce qui se passe, comprendre, quoi. Voilà, en fait, tu la repères là, imagine, elle monte, et puis du coup, tu sais que de 20 mètres plus loin, il y a un endroit où tu peux te mettre pour lancer, et tu essaies d'aller là-bas sans qu'elle te voie et d'arriver avant elle, quoi. Et là, tu te mets en place et tu l'attaques à ce moment-là. Et c'est là qu'il faut observer tout le temps. Il faut bien connaître les comportements des poissons, le secteur, suivant les débits ou autre. Tu sais qu'il y a une petite retourne derrière telle ou telle pierre et là tu sais qu'elle passe. Et là, comme elle tourne, c'est excitant parce que du coup tu bouges en même temps qu'elle, tu essaies de te remettre sur... Une fois que tu as compris le tour qu'elle faisait, tu essaies de te remettre sur leur passage. Mais c'est toujours des poissons qui bougent. Il y en a une qui redescend là-bas, je vais essayer justement de l'intercepter plus bas. Dès que tu changes quelque chose au paysage, elles s'en aperçoivent tout de suite et elles deviennent ultra méfiantes. C'est ça qui est rigolo en fait, parce que faut réussir à la duper alors qu'elle est vraiment sur son terrain. C'est des poissons sauvages qui ont un comportement super méfiant. Et c'est pour ça qu'il faut être discret, bien connaître les postes, sauter de poste en poste, essayer de pas... Bon là on a la chance que la berge soit assez... En tout cas il reste des arbres, on va dire assez sauvages, la ripisylve est assez dense, variée, et du coup ça fait qu'on a des postes aussi pour se cacher. Alors c'est autant pour moi qui pêche comme ça que pour les truites qui elles en profitent aussi pour se cacher et se protéger des cormorans ou autres agressions externes, quoi, et prendre des postes intéressants. Et le fait que les sous-berges soient super... voilà, le frêne sur lequel je suis appuyé, je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là, mais c'est pas la première truite qui se cache dessus et c'est pas le premier pêcheur, je suis pas le premier pêcheur qui s'accoude, quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'on préserve aussi sur cette rivière, c'est qu'aujourd'hui, le peu qui reste de rivières avec des méandres et des petits paradis comme ça, bah, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. J'ai la chance d'être né là et de l'avoir vu évoluer. Après, il en reste un peu et c'est encore une belle rivière en France, quoi, avec des truites super malignes. Ah. Oh, le refus de sa grand-mère!
Aïe, 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 aïe. Alors là, une petite erreur sur l'animation et du coup, elle n'a pas pris la nymphe. Elle a sûrement dû se faire piquer la gueule une fois ou deux. Bah, fait qu'elle pardonne pas, quoi. La moindre erreur, le moindre truc qui change, la mouche qui éclot pas de la même façon que d'habitude, ben voilà, le poisson il se sauve. Après voilà quoi, la mouche, j'ai pas 300 modèles de mouches dans mes boîtes. C'est plus sur les lestages et je pense que c'est l'animation qui fait vraiment tout, quoi. La danse vivante des Danica, c'est quelque chose qui est fabuleux à voir. J'aimerais bien être poisson pour vraiment le voir tous les jours, quoi. Et du coup, ça fait 2 mois qu'ils voient que ça, enfin 1 mois qu'ils voient en tout cas ça pratiquement tous les matins et tous les après-midi. Donc bah toi, tu arrives avec ton petit tas de poils et puis ton bout de 12 centièmes, c'est pas facile de faire la même chose, quoi. Et c'est ça qui est super sur cette rivière, c'est que les poissons sont ultra méfiants et se méritent, quoi, et c'est cool, quoi. C'est comme ça. Alors après, on prendra peut-être pas de poisson aujourd'hui, et c'est ça qui fait aussi. Et on en verra peut-être une centaine. Ouais, j'aime ce rivière, quoi. Le non-averti est bien loin d'imaginer que c'est bien sur les bords de la Seine que nous pouvons observer les Danica. Nous sommes à une 50aine de kilomètres des sources du fleuve, à plus de 260 kilomètres de Paris. Dans ce secteur privilégié, des sources froides permettent à la rivière de conserver des eaux froides et claires. Le substrat sablonneux calcaire de la rivière est propice à la vie des larves de mouches de mai. La Seine, c'est une rivière qui est variée, quoi. Il y a vraiment des parties qui sont marquées, qui sont différentes. À chaque saison, c'est différent. Et il y a quand même des sanctuaires, des endroits encore où qu'elle est magnifique. Après, elle serpente plus ou moins et elle est vivante, quoi. Et c'est ça qui est fabuleux sur cette partie-là. Il y a une eau fraîche et pure qui sort là. Et du coup, il y a toute une vie qui est installée et qui est magnifique. On se croirait dans un aquarium, quoi. Aujourd'hui, tu es dans un aquarium naturel. Tout est beau, la rivière, tu as l'impression qu'il n'y a même pas d'eau tellement qu'elle est claire. Les cailloux sont d'une brillance extrême. Il y a des mouches de mai, depuis ce matin, il y a des danicas qui sortent. C'est vrai que voilà, la Seine, c'est ça. Mais ici, non, c'est un petit paradis caché. Enfin, caché, non, il n'est pas caché, mais c'est le genre de sanctuaire qui dit, voilà, aujourd'hui, en plaine, dans une plaine agricole, tu as encore des choses qui sont magnifiques, avec des biotopes que tu dis, je vais peut-être aller au bout du monde pour voir ça, et en fait, non, tu les vois à 5 km de chez toi. Des poissons encore en pleine forme, une population qui est relativement intéressante. Donc voilà, on sait qu'on est c'est des bijoux, des diamants qu'il faut qu'on préserve. Alors en essayant de le montrer et de l'expliquer, j'espère que ça va servir. Elle est trop belle, quoi. Il est beau, c'est tout. Poisson, fiche là. C'est un beau poisson. Elle va y aller. Ah, je la décroche. Ah!
Ah, c'est celle que j'avais prise l'an dernier, c'est sûr. Elle était exactement au même endroit. Aïe, 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 comment qu'elle est venue. Écoute, et puis en plus, elle se méfie parce que je viens de la piquer, donc je pense que c'est la même qui est revenue quand même. Yes! Beau poisson de la Haute-Seine. Un peu compliqué dans le sens où elle ne s'est pas laissée faire, mais faut persister. J'adore ces poissons qui sont compliqués, qui nous laissent peu de chances de réussite, peu de droit à l'erreur en tout cas, plus que peu de chances de réussite. Et voilà, tant qu'elle ne te voit pas, c'est jouable. Si elle est en train de bouffer, après, faut réussir à être parfait, quoi. Bon bah, faut qu'elle grossisse un peu, mais un beau poisson de la Haute-Seine, en pleine forme. Un peu tatillon, mais on finit par les duper avec un peu d'insistance. Allez, c'est les grands moments de la mouche de mai et qui font que tu viens à la pêche, mais pas que pour ça. Et une ambiance, quoi. Tu vois, quand tu es dans les oiseaux, tu as les vols nuptiaux qui sont là, tu vas voir je sais pas quel oiseau qui va venir en prélever une bergeronnette ou je sais pas quoi, qui va passer dans le vol et tout. Bah écoute, tu vois, là, j'ai pas de canne à pêche, je suis assis là, au bord d'un aquarium en voyant toutes ces mouches qui sont en train de s'envoler au milieu des petits pompons de je sais pas quel arbre qui est en train de se semer. Enfin, en tout cas, moi, je vis ça comme un moment magique dans le sens où, voilà, c'est beau, quoi. C'est beau et c'est pas tout le temps comme ça, quoi. C'est pas tout le temps comme ça et c'est pas partout comme ça, quoi. Certaines rivières françaises sont encore en bonne santé. La meilleure manière de s'en rendre compte, c'est d'observer, à certaines périodes de l'année, la richesse et la diversité des insectes qui y vivent. Très sensibles aux pollutions, les macro-invertébrés sont de bons indicateurs de la santé des cours d'eau. Cette sensibilité à la pollution est d'ailleurs utilisée par les scientifiques qui exploitent notamment les gamarres comme marqueurs biologiques afin de vérifier la qualité de nos rivières. Ces macro-invertébrés constituent un maillon important de la chaîne alimentaire des salmonidés. Changement de décor. Nous voici sur la rivière d'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette fois-ci, ce n'est pas avec des insectes aquatiques que nous avons rendez-vous, mais avec des crevettes d'eau douce, plus connues sous le nom de gamarres. S'il est possible d'observer des gamarres sur quelques rivières françaises, le phénomène qui se déroule ici est totalement remarquable par les quantités phénoménales de ces crevettes. À tel point qu'ils jouent un rôle capital dans l'alimentation et la croissance des truites. Simon Leonardi habite à quelques kilomètres d'ici. Il n'y a pas un jour sans qu'il vienne sur les bords de l'Ain pour observer la rivière, les poissons et tous les phénomènes naturels qui se passent ici. Pour lui, c'est un des grands moments de l'année. C'est en effet toujours la même rengaine tous les ans, au moment de la reproduction des gamarres. Il y a une abondance de ces gamarres qui, en période de reproduction, sont très 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 nombreux, très actifs, qui se regroupent sur le bord, et ce qui permet aux truites de grossir énormément et très rapidement.
C'est ce qui en fait l'intérêt sur la rivière d'Ain. En fait, le gamard c'est la priorité des truites, puisqu'ils sont très nombreux. On prend d'autres espèces d'insectes, par exemple, le sedge, il est aussi très nombreux, mais moins. Donc, les truites ne se mettront pas à manger les sedges avant que les gamards aient stoppé leur reproduction. Donc, en fait, elle se pose, elle a juste à ouvrir la bouche, les gamards rentrent d'eux-mêmes par rapport à ce déplacement qu'ils font sur le bord. Et du coup, la truite ne se fatigue même plus à naviguer pour essayer de chercher des insectes, comme souvent elles le font sur des trichoptères, où elles sont obligées de piocher au fond, d'essayer d'évacuer. Tout dépend si les trichoptères ont fait leur fourreau avec du bois ou de la pierre, mais elles sont obligées d'épurer quand même un minimum pour dégager la larve et pouvoir l'avaler. Donc là, c'est presque des feignantes, parce qu'elles se posent, elles ouvrent la gueule, elles emmagasinent une quantité phénoménale de gamards et elles ne se fatiguent même pas. Elles ne se dépensent même pas pour rechercher leur nourriture. Ça leur vient tout cuit dans le bec. Donc tant qu'il y a cette reproduction massive, les truites se gavent de gamards. Et une fois que la reproduction s'estompe, les truites se mettent à gober le soir ou le matin très tôt sur les sedges ou même les petites éphémères. Mais c'est très rare de voir des truites gober sur ce parcours en particulier avant que la reproduction des gamards se soit finie. Dès que les conditions et les niveaux d'eau le permettent, Simon pêche sur sa rivière. On pourrait dire que les truites d'ici, il les connaît toutes par leur petit nom. C'est un secteur qui est très très pêché. Il y a des pêcheurs à la mouche qui viennent de très loin pour pêcher ce spot en particulier, parce qu'il y a des très très gros poissons. Non, là c'est des poissons, on parle bien de grosses truites éduquées, suréduquées, harcelées, qui dépassent les 70 cm en général, mais j'en rencontre certains qui font plus de 80. Sur cette rivière, c'est à certains endroits, hein, pas partout non plus, il y a énormément de gamards. Et les truites s'en gavent. C'est pour ça que c'est des poissons qui se développent rapidement. Et la croissance est fulgurante, quoi. C'est-à-dire qu'on a des énormes poissons qui ont un corps très, très massif, avec généralement une tête qui ne correspond pas au reste du corps. Elles sont vraiment très, très lourdes. Bon, ben pour nous, c'est super, quoi. Avec des cannes hyper fines, de combattre des poissons lourds comme ça donne d'énormes sensations. Je ne sais pas où on peut retrouver des poissons aussi massifs ailleurs, quoi, hein. En fait, moi, je préfère qu'il y ait de la nourriture en abondance en tant que pêcheur, parce que forcément, je sais que mes poissons seront en parfaite santé et en bonnes conditions pour lutter contre des grosses crues, contre leur difficulté à vivre dans ces eaux, quoi, puisqu'ils ont beaucoup de prédateurs. C'est un avantage pour nous, même si la difficulté de prendre une truite avec un gamard artificiel au milieu de ces centaines de milliers de gamards qui circulent est compliquée. Donc, même si c'est pas facile, c'est quand même un gros avantage d'avoir autant de gamards, puisque on en tirera forcément des bénéfices. Forcément. Les farios de ce secteur font partie des plus beaux poissons trophées que l'on peut espérer capturer en France. La richesse en gamards en est la raison principale. C'est dire si les truites sont éduquées. Quand ils viennent sur un poste d'alimentation, ils font des coups de sécurité. C'est-à-dire qu'il connaît son trajet par cœur. Il a toujours le même poste d'alimentation, en général. Et donc, la truite fait son circuit, elle va arriver à proximité d'un caillou qu'elle connaît, où elle a déjà eu affaire à un héron, à un harlebièvre, à un pêcheur, à un cormoran, tous ces prédateurs qui existent dans la nature.
Et du coup, ces gros poissons, ils mettent des coups de sécurité. Elles calculent leur nourrissement par rapport à ça. Hein. C'est toute leur vie. Mais leurrer des poissons, les approcher, même des gros poissons suréduqués, c'est beaucoup d'observation, beaucoup de discrétion, de prendre le temps de s'arrêter, de s'asseoir, pour pouvoir être précis et atteindre des zones où le poisson est en totale confiance parce que justement c'est ombragé, parce que c'est difficile d'accès, parce qu'il y a des enrochements, des arbres sous l'eau. Un endroit où il n'y a pas de poisson visiblement, si vous ne prenez pas le temps d'observer, vous allez continuer votre chemin et en fait le poisson, 3 secondes après, il était dans le périmètre que vous regardiez. Elle devrait être en poste à cette heure-là. C'est une heure où il n'y a pas de soleil sur cette rive. Et du coup, elles sont beaucoup plus sereines à l'ombre. Et puis le matin tôt comme ça, et elles devraient être en poste en train de manger. Mais là, je n'en vois toujours pas. Tous ces poissons que je connais, ils sont pas là. Et ça, c'est pas bon. Il y en a une là qui monte. Elle est énorme. Elle est belle. Elle redescend. Il y en a 2. Ah, il y en a 2. Magnifique. Il y a 2 poissons. C'est pour ça. Elle ne m'a pas vu, en fait. C'est une autre qui est en concurrence sur le poste. Et du coup, elle se bagarre pour être... elle passe juste devant moi, celle-là. Oh là là, je sais pas si elle m'a pas vu, celle-là, par contre. Ah, elle est belle. Hein. Elle m'a vu. Elle a foutu le camp. C'est dommage parce qu'elle a fait fuir l'autre. Pas de bol. On n'a pas de bol. Et par contre, celle-là, je la connais aussi. Et alors là, on a affaire à une diplômée, une diplômée de chez Diplômé. À force d'arpenter les berges de sa rivière, Simon a réussi à connaître un peu des habitudes de chacune des truites du secteur. Une toute grosse, qu'il a déjà capturée cette saison, est en poste, attablée sur les gamarres. Ah, elle est là. Je la vois. Je vois son bec. C'est ce vent, là. S'il pouvait s'arrêter. C'est un poisson qui est quand même régulier. Ça. Elle revient au bout de 15 secondes, 20 secondes. Là, il y a the truite. Hein. Je vais la laisser se remettre à sa place correctement. Ah, elle y est. Je viens de la voir ouvrir la gueule. Elle est nettement faisable. Hein. Là, j'ai les bonnes conditions. Là, je passe au-dessus. Je l'ai. Je pense que ça devrait aller. Yes! C'est Martine.
Ça fait 2 fois que je la prends dans la saison. C'est un poisson de 70 cm. Elle est énorme, elle est magnifique. Je l'ai pris avec cette mouche déjà. Elle reprend la même mouche, exactement la même. Ça fait des années que c'est une truite qui est ultra connue, que tout le monde essaye de prendre. Elle est visible, c'est une truite que tout le monde connaît, aussi bien le pêcheur au leurre, que le pêcheur en nymphe à vue, que le pêcheur au bouchon, au toc. Là, je lui ai passé environ entre 5 et 10 fois ma mouche avant qu'elle la prenne. C'est la truite typique franc-comtoise, de souche méditerranéenne. C'est la truite typique. C'est la truite que tout le monde recherche, le poisson dit trophée, de 70 cm. Elle est en pleine forme. Regarde là. Nous partons dans le sud-ouest, à des centaines de kilomètres de la rivière d'Ain. Nous voici dans les Pyrénées-Atlantiques, sur les bords du Gave d'Oloron, pour assister à un autre phénomène. Une fois encore, c'est une des étapes du cycle de vie d'une variété de trichoptères qui va apporter une alimentation riche pour les poissons. Nous avons rendez-vous avec les Oligoplectrum maculatum. Ce sont de tout petits sedges, cousins des Brachycentrus subnubilus. Ces brachis, on n'en a pas depuis très très longtemps sur le Gave. J'ai l'impression qu'il y a ils sont apparus quand la qualité d'eau s'est améliorée grâce à l'épuration et multiples autres choses, les bandes enherbées aussi peut-être. Mais c'est d'une année sur l'autre, on a été extrêmement surpris de voir le fond devenir à des endroits verts, presque vert fluo, avec ces petites pontes réparties qui tapissaient aussi des fois sur plusieurs mètres carrés. Ça nous est arrivé de voir ça. Moi j'étais presque inquiet la première fois que je me suis demandé d'où ça venait, quoi. Et puis évidemment on s'est renseigné et on a découvert donc que c'était les pontes des brachis qui allaient ensuite donc se transformer en petits fourreaux comme ça et perdurer dans un cycle qu'on a depuis 10 ans, tous les ans, au mois de juin, ces éclosions massives donc, de brachis. Ces petits brachis ont un comportement particulier par rapport aux autres sedges qu'on voit taper là, sur la surface de l'eau pour déposer leurs œufs. Là, en fait, ils vont descendre le long du caillou, dans la mousse. Là, ils vont aller déposer leurs œufs tout en marchant donc, sur les cailloux et déposer sur la bordure, vraiment sur les bordures. Voilà. Même j'encourage moi les gens qui pratiquent le Gave à y faire attention à cette période-là et éviter les zones donc, où il y a ces dépôts d'œufs en masse et passer un petit peu à côté, quoi. En fait, ces petits sedges naissent pour la plupart le matin. On les voit, l'activité est vraiment matinale. Et ensuite, on les retrouve donc sous les feuilles des arbres, juste sur les frondaisons au-dessus de la rivière. Et pas dans des quantités phénoménales. C'est-à-dire que quand on tape une branche, il ne faut pas respirer en même temps parce qu'on peut s'étouffer tellement il y en a des fois. Ces petits cuverts béarnais ont le même cycle de vie que leurs cousins, les Brachycentrus subnubilus. L'accouplement a eu lieu dans la végétation. Le moment de la ponte est arrivé. Les femelles se sont rassemblées au-dessus des blocs rocheux avant de descendre sous l'eau
afin de déposer leurs œufs. Chaque masse ovigère, collée au fond de la rivière, contient plusieurs centaines d'œufs. Les larvules vont naître dans cette poche. Elles vont se nourrir de cette matière gélatineuse pleine de protéines avant d'être dispersées par le courant. La reproduction est terminée. D'ici quelques semaines, les larvules fabriqueront leur fourreau avec des débris végétaux. Ce sera le début d'un nouveau cycle. La période des braquis sur le Gave, c'est une période bénie des dieux, quoi. À tout niveau, hein. C'est-à-dire qu'on a ces éclosions massives alors que la rivière est en train de baisser, que le temps s'arrange, que la fonte des neiges est passée, donc les poissons se sont privés pendant un petit moment avec l'eau de neige de manger, et là, ils ont une manne à disposition, et en plus une manne qui dérive toute la journée. Donc les poissons en profitent, et c'est le moment où vraiment ils prennent des calories. Et la preuve, hein, c'est une période où on voit que ces poissons, ils ont une défense tonitruante, quoi, limite incroyable. C'est des poissons très en forme. Donc c'est un moment aussi pour le pêcheur, un moment qu'il ne faut pas rater, quoi. C'est vraiment le rendez-vous qu'on a ici avec le marche-braune en début de saison. Et donc ces petits braquis au mois de juin, c'est le rendez-vous qu'on a sur le Gave pour pouvoir attraper ces poissons en quantité raisonnable. C'est pas un poisson énorme. Gras comme un ballon de rugby. Il est gros comme un ballon de rugby. Gras comme un cochon. Sur cette période des braquis, les truites se mettent généralement dans des zones peu courantes où elles peuvent se gaver de ces insectes qui passent toute la journée. C'est des petits insectes, donc la bouchée n'est pas très grosse, donc ils ont besoin d'en manger beaucoup dans la journée. Et pour éviter justement, pour que le rapport énergétique soit suffisant, elles se mettent dans des zones très calmes, ou un peu courantes, où elles ne se fatiguent pas, et elles en mangent toute la journée. Là on a un exemple devant nous, là, on a un poisson là on a un poisson en activité là, mais depuis quelques minutes, on a en fait des initas là qui sont sortis, et je pense que cette truite, elle préfère les initas aux petits sedges. J'ai bien l'impression qu'elle s'est mise à table dessus. Mais je prends le pari quand même de mettre un braqui, parce que franchement c'est la mouche du moment, les poissons sont intéressés par ça, donc je vais en mettre une au bout. Alors j'ai un poisson devant qui gobe, oui, de temps en temps, qui gobe très bas dans la pellicule. Je prends donc, il prend des braquis, des spènes de braquis là. Donc je vais lui proposer un braqui qui flotte très très bas sur l'eau. Ah, je la vois, la truite. Je la vois. C'est pas un poisson énorme, mais avec le vent compliqué. Oh, le refus, elle m'a fait un refus. Ces braquis, en fait, quelque part, c'est aussi une pêche qui est un petit peu différente des autres pêches qu'on a en début de saison, où on pêche avec des mouches volumineuses. Là, on est obligé d'affiner nos montages, de pêcher avec des mouches très petites dans la pellicule, parce que les poissons les prennent vraiment à l'état de spent. Donc, c'est des petits sedges voilà, qui se montent sur les hameçons de 18. Et au début, moi j'étais persuadé qu'elles prenaient des émergentes, quoi. Et puis en fait pas du tout, hein. Elles prennent des petits spents comme ça qui dérivent en quantité. Elles piochent, et si on n'a pas la bonne imitation, vraiment on a du mal à prendre ces poissons. Voilà, je crois que j'ai pris le plus gros des deux. Joli poisson, plein courant, ça donne des émotions. Ne te décroche pas. Yes! Pas un poisson énorme, mais
C'est un poisson vraiment qui vit dans un courant, celui-là. Il n'est pas très très gras, mais il a la santé, quoi, hein. Ils font des combats de feu là en ce moment. Ils ont été nourris depuis tout le printemps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau et il y a eu beaucoup d'éclosions. Allez, ma grande. Aujourd'hui, le fait que ces braquis recolonisent la rivière et avec ce cycle de reproduction et qui met beaucoup d'insectes à la surface de l'eau, ça va avoir des incidences sur la vie des poissons, puisque ça leur apporte à un moment donné une quantité de nourriture qu'ils n'avaient pas forcément à disposition avant. Donc c'est forcément très bénéfique pour tout le monde et entre autres pour les truites. Ouais. Les périodes de fruits sont rares, quoi. Ça va être... Tu vas avoir des grosses quantités de mouches, moi je dis à faire dégueuler les hirondelles, comme on dit chez nous, mais et là et ça sort et ça sort et ça sort et t'as pas une truite dehors, quoi. Tu te dis mais elles sont où, qu'est-ce qui se passe? Et bon, après je suis pas au point d'avoir compris tout le phénomène d'un poisson. Et même quand ça sort, si ça fait au bout d'un moment, voilà, une danica, quand elle bat des ailes, quoi. Il faut que tu arrives à avoir une mouche qui bat des ailes quand c'est en sèche. Il faut que tu arrives à avoir un spent qui est réellement mort, qui ne drague pas et tout quand c'est des spents. Il faut que tu aies une nymphe qui fasse la danse du ventre quand elle éclot. C'est-à-dire que là, elles en voient tellement, c'est qu'elles savent la vraie, quoi. Après, ouais, c'est pas forcément... Non, c'est pas gagné. Et la Seine est une rivière super difficile avec des eaux claires, donc voilà... c'est pas facile tous les jours, quoi. J'ai rencontré des grosses truites qui, en fait, ne se fatiguaient pas à circuler autour d'une roche où des gamards sont présents, mais se posaient carrément sur le bord et, en fait, le ventre posé au fond, et elles n'avaient plus qu'à ouvrir la gueule et laisser rentrer les gamards qui, eux, se jettent dans la gueule du loup, en gros. Et du coup, et en plus, il y en avait tellement que les gamards ressortaient par l'arrière des ouïes parce qu'elle ne pouvait pas avaler toute cette masse de gamards qui lui arrivait dans la gueule. J'arrive sur un parcours très connu, je m'installe et je vois un énorme poisson. Et le poisson était attablé, mais alors il faisait des écarts. J'ai pêché 1h30 de temps dessus. Jamais, il venait même nympher dans mes jambes. Il venait prendre des nymphes, il redescendait, je voyais, sa queue touchait presque mes pieds qui étaient postés sur un caillou, il venait à ras du caillou. Je ne l'ai jamais embêté, il n'a jamais arrêté de manger, et j'étais incapable de le prendre, mais incapable. Il faisait des tels écarts que ce n'était pas possible. La dérive se faisait jamais au bon endroit. C'est qu'une truite comme ça, bien sûr, la prendre, ça fait plaisir. Ne pas la prendre, ça remet en cause aussi. Ça oblige à évoluer, à réfléchir sur ce qu'on a fait, pas fait. Et pour moi, c'est l'essence même de la pêche à la mouche. Si, à chaque coup de ligne, je prenais un poisson, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais arrêté la pêche à la mouche. Aux quatre coins de la France, d'une rivière à l'autre, tous les ans, souvent vers la même période, des milliers d'insectes se rassemblent pour assurer leur reproduction. Ces rendez-vous sont inscrits dans les gènes des salmonidés. Ces instants de manne alimentaire sont indispensables à leur bonne santé. Dépenser le minimum d'énergie pour prendre le maximum de calories. C'est vital pour leur survie. Pour les pêcheurs, c'est la période où, le temps d'une éclosion, les gros poissons peuvent perdre un peu de leur méfiance. Véritables sentinelles de la qualité et de la bonne santé de nos cours d'eau, éphémères et trichoptères marquent et rythment la vie de nos rivières.